Bonjour à tous, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous en compagnie de mon meilleur co-animateur ever, Dave Carter est là. Hey, salut Dave. Salut François, es-tu dans une forme splendide Oui, aujourd'hui? ça va. Écoute, les gars ont patiné 110%. Puis toi, comment t'as-tu éteint tes feux de la semaine passée ou tu Tout est fait, tout est fait. Oui, c'était pas facile, mais on a réussi à faire une entente et rejoindre les parties. Bravo! Je voudrais pas être dans tes shorts. Sérieux, c'est le bordel, là, on le sait. Là. Off multiple, ça arrête pas. Puis on sait pas quand est-ce que ça va arrêter non plus, right? C'est parti Exactement. pour continuer comme ça longtemps. Là. Exactement, mais écoute, on est parmi les chanceux de la pandémie. Regarde, il y en a qui ont beaucoup plus souffert que nous autres. Désolé. Mais en même temps, tu sais, puis là, c'est sûr, tu vas nous dire oui, mais mettons, moi, je veux me lancer en immobilier le matin. Il y en a qui nous écoutent qui disent pourquoi pas l'immobilier? C'est un bon timing pour partir comme courtier? Tu sais, c'est dur de trouver des inscriptions là, présentement. Là. Oui, exactement. Puis le marché des acheteurs, il faut aimer travailler avec des acheteurs premièrement. Puis aussi, c'est sûr que la job, tu fais peut-être en double, en triple, en quadruple, en quintuple, parce qu'avant de trouver une propriété où on va être en promesse d'achat acceptée, il faut faire 5-6 promesses d'achat. Alors, mais tu sais, c'est un bon timing, là, je veux dire, présentement, quelqu'un qui veut vendre une propriété, on la met sur le marché, puis en dedans de quelques heures et maximum quelques jours, c'est vendu. Alors, nous, on n'a pas connu ça quand on a commencé, disons. Non, c'est clair. Ça accélère le développement, c'est sûr. Là, il se pratique. Exact. Pas mal plus. Cool. Je dis tout le temps ce soir parce que vous le savez, on enregistre de soir, mais vous écoutez peut-être de jour, de matin, la nuit, peu importe. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission Claude Fortin, entrepreneur qui va nous parler de son parcours. On va le découvrir avec vous. Bien content de le recevoir. Et Claude est aussi un des animateurs du podcast de Garage. Oui. Et moi, on a eu la chance d'être invité à la fin de l'année passée, décembre. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. On a vraiment eu du fun avec les boys de Podcast de Garage et là, on s'est dit pourquoi pas en réinviter un à l'émission. Alors, on passe ça quand, Dave? On passe ça maintenant. On passe ça maintenant. Yeah! Je pensais que tu allais nous mettre le beat, François, mais même pas. Ah ben moi, je l'ai. Moi, je l'entends pas. Moi, j'entends bien, c'est excellent. En effet, bon beat. Moi, je l'ai, c'est ça qui compte. C'est ça. Personne d'autre l'entend. C'est sûr quelque chose pour que toi, tu l'entendes. Mais salut Claude Fortin, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Kinball, comment ça va? Ah, shit. Non, fallait pas que tu ramènes ça dans notre show, déjà qu'on a parlé de Kinball dans ton show. Non, moi, j'adore ça. Ça fait des mois que j'attends de pouvoir te le remettre, le Kinball. Ah, sérieux, Claude, tu m'as tellement fait rire quand à la fin du show, dans le fond, pour ceux qui n'ont pas écouté, Claude ramène un peu en rafale certains highlights du show que tu veux puncher dessus. Puis écoute, j'ai encore mal au mâchoire, puis ça fait plusieurs mois de ça. Là. On s'était bien amusé. Puis j'ai vu la plaque derrière Dave aussi, le blanc noir qui ne fait pas de gris. Là. J'adore ça aussi. Ça m'a remémoré ce beau moment. Et d'ailleurs, Claude, en primeur, on va recevoir bientôt le fondateur du Kinball à Ça ne tombe pas du ciel. Arrête! Non. Je suis en pourparler avec lui, Dave. Ah, il me fait des surprises, mon François. C'est incroyable. Tu t'absenteras de l'émission avec une fausse raison de l'immobilier, c'est le bordel. Ah là 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 là. Hey Claude, bienvenue officiellement. On se connaît pas tant que ça, puis c'est pour ça qu'on est content de t'avoir avec nous. Moi, je sais de toi que tu es entrepreneur. Tu as une entreprise qui s'appelle Fortas, je crois, n'est-ce pas? C'est ça. Dans le domaine de l'aviation, service conseil. Tu es entrepreneur depuis quand, Claude? Ça fait-tu longtemps? Moi, j'ai commencé en 2001. Quand même, ça fait pas là une vingtaine d'années quand même, hein? Ça passe vite. Oui. Et puis, c'est ça, moi j'étais mécanicien d'avion de métier et puis il y a toujours un côté de la maintenance d'avion qu'il y a beaucoup, on appelle ça des contracteurs, donc des gars qui ont leur entreprise, qui vont d'une compagnie à une autre pour 2 mois, 4 mois, 3 mois, 6 mois, puis ils vont aider les compagnies diverses au moment qu'ils ont des rushs puis des pics. Et puis, moi, j'étais un de ces contracteurs. Et puis, j'avais pas beaucoup de contrats ici à Montréal parce que j'étais allé à Calgary travailler en tant que contracteur. C'est une compagnie qui s'appelait Avmax sur l'aéroport de Calgary. Et puis, c'est ça. Donc, on réparait des avions. Puis, eux autres, Avmax, à ce moment-là, il y avait énormément de projets. Donc, il y avait tellement de projets qu'ils louaient un espace d'hangar chez leurs compétiteurs de l'autre côté des aéroports.
C'était comme ça, il s'entendait bien ça de l'air. Alors, il loin de Il fait part de gros rabais pour louer là. Je ne sais pas, je pense pas qu'il y avait un gros rabais du pied carré. Et puis, donc, et moi, en tant que contracteur, il m'a envoyé chez le compétiteur dans l'espace loué. Fait que, parfait, je fais ma job, on répare des avions, tout ça. Puis, à un moment donné, je reçois un appel. Et puis, la madame, je ne sais plus de son nom, mais elle m'appelle « Bonjour, M. Fortin, c'est Madame Intel de chez Field Aerospace, la compagnie chez qui il louait de l'espace. » Puis elle dit, on voulait savoir si vous étiez intéressé, on voudrait vous engager. Je me souvenais pas d'avoir envoyé de CV là, de ma vie. J'avais dû le faire. Alors, j'ai dit, ben ça donne bien, je suis dans votre hangar, je monte vous voir. Fait que là, je monte la voir, puis là, elle me dit, bon, on cherche des gens, blablabla. Moi, je suis de Montréal, je reste pas à Calgary, donc je lui dis, ben, moi, ça m'intéresse, mais je dis, moi, je suis contracteur, j'ai ma propre entreprise, fait que j'aimerais ça travailler à contrat. Elle dit, non, malheureusement, on fait pas de contrat, M. Fortin. Il dit, OK, d'accord. Elle dit, on fait juste des contrats avec des gens qui ont une compagnie de placement. Fait que, mensonge numéro 1. Il dit, j'ai une compagnie de placement. Il dit, je suis une petite compagnie de placement. On est juste quelques travailleurs, là, mais quand même. Elle dit, oui, pour le vrai. Elle dit, laissez-moi vous présenter au président de l'entreprise. Fait qu'elle dit, retourne en bas, je t'appelle quand c'est le temps. Fait qu'elle, une demi-heure après, le téléphone sonne, je remonte voir le président, puis il me dit, bon, on jase un peu, puis là, je navigue en terrain semi-inconnu. Tout ça a escaladé très rapidement. Oui, ça a escalated quickly. Fait que là, on jase, et puis, ben là, c'est ça, il me demande, j'aurais besoin de 10 personnes, aurais-tu 10 travailleurs pour venir nous aider peut-être pendant 5 mois, tu sais, ouais, pas de trouble, je vais faire des appels. J'ai quand même réitéré le fait que j'étais une petite entreprise, que j'avais pas une grosse opérative. Alors, anyway, c'est tout ça pour dire que j'ai trouvé il y a 8 ou 9 personnes, pas les 10. J'ai appelé des amis, puis le marché était un peu slow dans ce temps-là, en 2001-2002, à cause du 11 septembre, puis tout ça. Fait qu'il y avait beaucoup de contracteurs que je connaissais qui ne travaillaient pas. Alors, je les ai appelés d'un peu partout au Canada. Je les ai flyés jusqu'à Calgary, j'ai commencé à travailler. Puis, moi, je suis retourné à Montréal pour commencer à gérer ça. Puis, donc, ça, c'était en peut-être 2002, mettons. Et puis, ben, j'ai jamais retravaillé sur un avion depuis ce temps-là. Donc, j'ai gradué en 98. J'ai travaillé 3 ou 4 ans, 3 ans et demi sur un avion. Et puis, j'ai plus jamais retouché un avion depuis ce temps-là. Et tu as fondé ta compagnie en 15 minutes. Oui, exactement. Puis, j'ai parti ça sur un white lie, là, un petit mensonge gentil. Et puis, depuis ce temps-là, je gère les entreprises. La première entreprise que j'ai vendue en 2009, puis mes partenaires qui étaient avec moi à l'époque, on s'entendait moins bien, qui étaient un peu arrogants à savoir que les autres, à cause d'eux autres, si tout allait bien, puis pas à cause de moi, ils m'ont même pas donné de clause de rachat. Donc, immédiatement, j'ai reparti une autre compagnie, Fortas, qui est en affaires aujourd'hui. Eux, en un an et demi, ils sont partis de 25 millions de chiffre d'affaires à faillite. Et puis, ben moi, puis les clients sont tous venus avec moi au courant de cette période-là, parce que ça allait vraiment pas bien après que je sois parti. Donc, c'est comme ça. On ne dira pas qu'il avait raison, qu'il avait tort, mais... Non. Aujourd'hui, là, c'est un message de paix que j'ai envoyé, mais c'est quand même ça pareil. Donc, c'est un peu ça, le parcours rapide. Depuis ce temps-là, évidemment, je travaille avec les grands manufacturiers. On parle d'Airbus, ATR, qui font les avions hélices. Airbus, tout le monde connaît. Je travaille un peu avec Bombardier. Puis dans ces années-ci, mon gros client, c'est CAE, qui font les simulateurs de vol. Okay. Et puis, eux, CAE, c'est le plus gros manufacturier de simulateurs de vol au monde. Ils ont peut-être 70-73% du marché mondial. Là. Ils sont tout seuls en tête de ça. Et puis, nous, notre entreprise, dans le fond, CAE, ils fabriquent les simulateurs de vol à Montréal. Puis, ils les shippent un peu partout dans le monde, vraiment partout. Puis, nous, on envoie des équipes aller les assembler, de faire les relocations ou faire des updates. Donc, un peu partout. Peut-être entre 40-50 travailleurs qui travaillent à temps plein l'année à voyager partout dans le monde pour aller faire ces tâches-là. Est-ce que la pandémie vous a fait mal? Parce que c'est sûr que l'aviation, on le sait, mais du côté des simulateurs, ça a-tu slacké? Oui, puis non. Tu sais, il y a comme 3 silos d'opérations qu'on a. Donc, on a les nouvelles installations, les updates. Donc, un update, c'est un simulateur qui est déjà en place, déjà existant, puis ils vont faire un upgrade du software, un upgrade des projecteurs, un upgrade du miroir, un upgrade de ci ou ça. Tu sais. Ben là, on le sait, il y a Microsoft Flight Simulator 2021 qui est sorti, fait que tu es allé installer ça chez tes clients, c'est ça? Exactement la même chose, parfait. Oui. On a plusieurs clients tout seuls de leur maison, on vient installer un ordinateur, ça arrive des fois. Mais tu comprends le principe. Tu sais, puis il y a même des compagnies, ils se disent, on a un beau simulateur aussi qui est quand même assez en shape. C'est un Boeing 777, mais on veut le modifier en Airbus 340. Il garde juste la carlingue du fuselage, mais il arrache tout en dedans parce qu'il faut le rebâtir pour que ça soit pour un pilote la même chose que si c'était un vrai avion.
Donc, on rebâtit, on complètement démolit, on rebâtit tout ce qui est intérieur. Donc, on regarde la carlingue là, du cockpit, puis on change tout ce qui est intérieur visuel. Donc, souvent, au lieu de payer 15 millions pour un nouveau simulateur, ils vont mettre 11 millions là-dessus, ils vont sauver 4 millions, peu importe. Donc, c'est ça que j'allais dire, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Puis, le dernier silo, c'est le silo qu'on peut dire les relocations. Donc, une compagnie qui achète un simulateur au Brésil qui veut l'avoir installé à Singapour. Donc, on fait ces 3 silos-là. Donc, cette année, ce qu'on a vu depuis un an, on a vu un gros ralentissement des installations de nouveaux simulateurs, des simulateurs neufs. Donc, ça a vraiment ralenti beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais le département des relocations a boomé autant pour compenser la diminution de l'autre. Puis il y a quand même un peu plus de marge de profit sur les relocations parce que c'est plus un peu géré par nous et non pas juste du labor là, à l'heure. Ouais. Donc, on est plus padé. Donc, quand tout va bien, on a un peu plus de profit, mais on est plus à risque aussi si ça va moins bien. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu quand même une très bonne année cette année, malgré le fait de toute cette pandémie-là, aussi avec Airbus, tout ça qui nous ont quand même aidé dans le processus avec des projets avec eux. Wow, quand même, c'est bon de voir. Je savais pas que tu faisais tout ça, Claude. Ben tu m'impressionnes. Ah ouais? Tu pensais que c'était le gars qui faisait des jokes dans un podcast, mais non. Non, mais quand tu dis dans un podcast dans le garage. J'ai plus qu'une corde à mon arc. Peut-être juste 2, mais j'en ai pas juste une. Non, mais c'est très cool. Puis, je suis fasciné par le fait que ton entreprise a quand même grossi à l'intérieur d'une heure, genre. Là. C'était un coup de maître. Oui, mais puis souvent, c'est ça. Puis, je reviens à ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai un projet à job qui me tient à cœur. Puis, quand on se met des deadlines puis qu'on se met un peu dans la marde, entre guillemets, c'est ça qui nous fait avancer. Tu l'aurais peut-être pas ta business sans ce petit white lie-là, de dire « Ah ben oui, pas de problème. » Tu t'es mis au pied du mur toi-même, puis regarde ce que ça t'a donné aujourd'hui. J'ai toujours dit aux gens qui, peu importe le milieu, mais qui essaient d'avancer des projets comme ça, j'ai dit, tu peux mentir un peu dans tes affaires, pas trop, mais il faut que tu sois capable de le backer, ton mensonge. Ben oui. Dans le sens de pas dire trop de bullshit. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux exagérer un petit peu, mais il faut que tu sois capable de le backer si ça vire mal. Donc, ça te permet des fois de te détacher des autres, de te démarquer des autres ou comme tu dis un peu, de te mettre un peu au pied du mur pour livrer la marchandise. Faut pas exagérer. Il y en a des, excuse-moi le terme, des bullshiteux professionnels. Là, tu y parles de 5 secondes puis tu dis, oh, boy, lui, ça ne marchera pas du tout. Mais il faut que tu sois capable de le faire parce que sinon, si tu te limites toujours au politiquement correct en affaires, tu vas quand même piétiner puis tu vas te retrouver dans les méandres que tout le monde sont puis tu ne démarqueras pas à faire. Exactement, c'est vrai. Je l'illustrais, les babines sont allées plus vite que les bottines, mais les bottines ont fini par les rattraper après. Fait que tu es correct parce que tu as assumé ce que tu avais dit, tu as fait pour, tu avais le réseau de contact pour, puis tu as peut-être une petite goutte de sueur, puis tu as peut-être perdu un petit peu de cheveux, whatever, mais au final, tu as livré la marchandise. Fait que c'est ça qui départage. Pour moi, c'était pas un mensonge. C'était de dire, tu as le guts de le faire, man? OK, ben là, own it, puis make it happen. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je pense qu'une chose qui est importante aussi là-dedans, c'est peut-être nono, là, mais c'est de toujours avoir une porte de sortie aussi. Donc, quand tu t'avances, il faut que tu sois capable d'être 1 ou 2 coups d'avance parce qu'il faut que tu saches que si ton avancée ou ton tirage d'élastique un peu de ton bord ou ton mini-mensonge ne fonctionne pas, il faut que tu saches déjà comment tu vas t'en sortir parce que c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas trop mentir. Puis, on va dire un mensonge, c'est peut-être pas le bon terme. Là. Mais il faut que tu sois capable de quand même de te protéger pour le futur et le long terme. T'sais. Exemple, moi, quand j'ai dit j'étais une compagnie de contracteurs, mais j'étais une petite compagnie, j'ouvrais la porte à continuer la discussion. D'accord? Ben oui. Donc, je peux dire ça me coûte rien en ce moment. Là. Je dis, moi, oui, mais j'ai des travailleurs, je n'ai pas beaucoup. Fait que, je rouvre la porte à ça, on continue à parler, je serais peut-être capable d'en avoir une coupe, laisse-moi faire une coupe d'appel. Mais ça se peut que tous les gens que je connais ne sont pas disponibles. J'ai essayé, mais ça ne m'a rien coûté. T'sais. Fait que, d'essayer d'ouvrir des portes des fois, puis d'être capable de les refermer. De ne pas aller all-in dans une affaire que tu ne seras pas capable de fermer, puis tu as l'air d'un idiot après. Donc, c'est important aussi, c'est un bémol. Là. Puis qu'est-ce que tu as fait quand tu as fermé ta compagnie? Tu as vendu, tu disais ta compagnie à tes partners. C'était-tu un échec pour toi ou c'est comme, garde, ça fonctionne tellement pas bien que, garde, c'est quasiment m'en débarrasser, mais au fond de toi, tu disais, je vais me repartir sur autre chose? Ça a été très houleux comme décision. Là. Je ne sais pas tous les détails de tout ça, mais ça a été très houleux. J'ai 2 partenaires qui ont fait quand même un putsch contre moi assez intense. Là. Puis je ne rentrais pas dans les détails, mais c'était allé en cours, tout ça. Okay. Puis finalement, ça finit comme ça. Mais tu sais, c'était pas sur le coup, ça a été quand même tu sais, j'ai reparti Fortas
un mois après le putsch. Donc, tu sais, ça traînait encore un an, mais j'avais déjà reparti Fortas. Fait que j'ai comme eu un mois, on va dire, sans emploi, si on peut dire, là, ou non entrepreneur en 20 ans. Donc, ça a plus ou moins bien été. Puis, mais c'était pas, tu vois, c'était pas le bonheur d'avoir vendu ou la chicane, tout ça. C'est que j'avais un besoin de continuer à travailler pour faire vivre ma famille. J'avais 3 enfants en jeune âge, dont le plus jeune qui avait 1 an et demi. Donc, tu sais, il fallait que je continue. Là. J'avais pas de. C'était pas une situation où j'étais pas. Puis il retenait beaucoup d'argent qu'il me devait. Puis il y a plein d'histoires comme ça là, qui traînaient. Mais t'aurais pu, Claude, dire. Qui aurait pu m'aider un peu. Ouais. Mais t'aurais pu être amer de ton aventure entrepreneuriale puis dire, regarde, you know what, je m'en vais me chercher un job puis ça finit là. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours remercié le bon Dieu en haut pour dire que tout ce que j'ai fait dans ma vie, mes erreurs et mes bons coups ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Puis j'apprécie. Puis tu sais, je ne changerais pas être la personne que je suis aujourd'hui. C'est sûr que peut-être que les gens vont dire quand tu as réussi, tu as un peu d'argent, c'est facile à dire. Mais je l'ai toujours eu, ce discours-là. Puis c'est comme un peu peut-être l'instinct du fighter ou peu importe, mais j'apprécie ce que j'ai, puis j'ai dit je vais faire avec ce que j'ai, puis je vais toujours réussir. Moi, je suis confiant en moi que peu importe le projet que je vais partir, je vais le réussir. Je sais comment opérer en affaires. Peu importe le milieu, je pense que je vais être capable de saisir ou de voir l'opportunité, puis de voir tu parlais d'immobilier tantôt, je connais pas ça, mais si jamais j'ai une ouverture sur l'immobilier, c'est parce que je vais avoir saisi quelque chose que moi, je comprends. Et si je le comprends puis que ça m'intéresse d'embarquer dedans, je pense que je vais réussir. Puis j'ai pas rien qui va m'arrêter. Puis moi, puis mon body en haut, là, moi, puis je suis pas religieux, là. Je suis religieux, mais moi, puis mon chum en haut, quand on est ensemble, il n'y a rien qui nous arrête. Fait que, mais faut avoir confiance en vous aussi. Faut que tu sois quasiment un peu, pas arrogant de nature, mais arrogant d'aptitude. Faut que tu aies confiance en toi. Ouais, t'as un bon mindset. Là. Si toi, tu crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Donc, c'est la chose la première. Ouais. C'est le cas de Dave aussi, parce que c'est tout un front. T'sais, on voit blanc et noir derrière lui, mais il parle d'immobilier, mais en réalité, il n'y a pas de courtier qui travaille avec lui. Là, il est tout seul dans son sous-sol. Mais Dave, il y a un avantage pour nous parce que c'est un foutu beau gars quand même. Bon. Ça y est. Il est tellement... Ça y est. On passe à autre chose. Toi, Claude, justement, parle-nous de ça. C'est intéressant aussi parce que moi, je ne l'ai jamais vu en vrai. Dave, toi, tu as la chance, François, de l'avoir vu en vrai. Non seulement je l'ai vu, je l'ai virtuel de Dave, mais j'étais très impressionné. J'y ai déjà touché même, puis c'était très doux. Sa peau, très doux. Ça y est. Hey, sortons 2 minutes de tout ça, Claude, pour parler de ta passion pour le micro. Donc, on a parlé de podcast de garage tantôt. C'est arrivé comment, cette découverte-là? Est-ce que ça part du primaire quand tu faisais des présentations orales devant la classe? Hey, tu vois, jeune, j'ai toujours freaké quand c'est le temps de faire une exposé orale, comme pas mal tout le monde, je croirais. Là. Mais rapidement, je dirais au secondaire, j'ai réalisé que j'étais vraiment méga stressé avant, puis j'angoissais avant que le prof nomme ton nom. Surtout quand c'est pas prévu sur l'horaire, que tu sais pas que c'est toi le 3e aujourd'hui. T'attends, t'as ta feuille, t'es prête, là, elle nomme quelqu'un. Là, t'attends après, c'est pas moi. Puis là, c'est toi. Non, faut que c'est moi, il faut que je livre. Mais j'ai réalisé que dès que je me mettais à parler, ça y allait. Ça roulait. Puis je n'étais plus stressé, gêné ou intimidé ou quoi que ce soit. Après ça, j'ai fait de la radio étudiante au cégep. J'étais président de la radio étudiante. Puis que... tu sais quoi, je pourrais pas dire que j'ai une passion, que tu disais, pour les micros, les médias. Ça, je sais pas, j'ai pas eu de la passion, j'aime juste faire ça. Je me suis ramassé, j'étais géo à C'est quoi aussi, plus jeune. Nice. On a fait plein de spectacles, plein de shows, plein d'animations de foule. Puis après ça, je suis tombé animateur au cégep parce que c'est moi qui gérais toutes les parties puis toutes ces affaires-là. Fouille-moi pourquoi, là. J'ai animé les galas de cégep en spectacle. Ça me retombait dans les mains. J'ai aucune idée pourquoi. C'était pas prédestiné à ça du tout. Puis pour les podcasts de garage, j'avais parlé des gars une couple de fois. Puis à un moment donné, ils ont décidé de faire un podcast avec moi. Donc sur mon histoire, tout ça. Fait que j'ai commencé. J'ai fait cette affaire-là. Je trouve ça bien drôle. Puis après ça, je leur disais, en tout cas, les gars, si jamais vous avez besoin d'aide ou d'avoir quelqu'un, il manque quelqu'un, un des podcasters ou peu importe avec vous, faites-moi signe, ça m'intéresserait d'embarquer avec vous autres juste une fois de temps en temps. Tu sais. Fait que je n'ai fait un, puis un deuxième, puis à un moment donné, ils m'ont demandé on aime vraiment ça. Puis j'avais parti comme le thème de la mitraille. Tu sais, j'avais essayé d'amener ma touche. Tu sais. Finalement, je quelque part à début octobre ou fin septembre, ils m'ont demandé d'être là à temps plein. Fait que c'est vraiment un plaisir parce que c'est Plafond Zanetti qui run le show. Donc, moi, puis les prestateurs chroniques sur Twitter, pour ceux qui suivent Twitter, il fait toute la gestion en arrière, les enregistrements, puis tout ça. Puis on s'entraide tous à trouver on s'entraide tous, qu'est-ce que j'ai dit là? On s'entraide tous à trouver des invités. Mais oui.
Ouais. C'est sûr que c'est beaucoup moi qui pogne les bons invités, mais eux autres aussi en trouvent Attends, quelques-uns. je viens de me rappeler que c'est pas toi qui nous as invités au podcast. Est-ce que c'est mauvais signe ou... Parce que je venais d'arriver quand même avec vous autres. Depuis les derniers 2 mois, mettons. Depuis Noël, disons, OK? Non, fait qu'on fait ça comme ça, puis moi aussi, ben, j'interviens de temps en temps, puis je laisse quand même Plafond gérer le show. Puis je me suis trouvé ma petite affaire à la fin, ma mitraille pour finir ça sur un ton léger, qu'on parte dans l'allégresse. Très cool. Moi, j'aimais bien le beat de ce podcast-là. On s'est bien amusé. Puis on se disait 3 heures tantôt en joke, mais ça a passé comme 30 minutes. Là. C'était Dave et moi, on n'est pas revenus. C'est fou. C'est vraiment fou. Puis même moi, la première fois, d'ailleurs, quand je l'ai faite pour mon podcast à moi, je me disais 3 heures. Tu sais, tu te dis là, qu'est-ce que j'ai à raconter de moi? Je suis un no-name, puis je le suis encore. Là, mais tu m'as jasé, puis tu pars à gauche puis à droite, puis tu as comme des thèmes généraux que j'aimerais ça parler de ça. Mais on finit par parler de Ken Ball. Fait que tu sais jamais ah ouais, tu sais jamais où c'est que tu vas te rendre. Fait que tu finis par trouver de quoi, puis c'est vrai que ça passe vite. Puis je te dirais que vous dites ça, vous deux, vous l'avez dit, vous le dites encore, mais tous les gens qu'on a rencontrés, ils capotent comment ça passe vite. Puis ils sont tellement, on a des gens comme on a eu, qu'on avait il y a quelques semaines, on a eu Luc Gélina de RDS, on a eu Valérie Simard, qui est ancienne VJ à Musique Plus, on a eu Réal Bélan, Jeff Fillion, Dominique Moret. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tous dans des patterns qu'ils ont 5 minutes pour une entrevue ou 7 minutes ou 8 minutes. Des fois, avec Jeff, c'est 20-25 minutes. Mais je donnais l'exemple. L'autre jour, je dis, t'écoutes TVA, ou à Radio-Canada, c'est 4 minutes 30. Ouais. Tu vas à radio au 98.5 avec Denis Arcand, Paul Arcand, tu as, mettons, 15 minutes. Tu vas à Radio Pirate avec Jeff ou à Radio X, tu as peut-être une demi-heure. Ben, nous autres, on est l'extra, on y va à 3 heures, nous autres. Tu as vraiment le temps de prendre connaissance, de t'amuser avec la personne, de parler de leur vie, parler de leurs choses, parler d'un peu de tout, puis tout le monde aime ça, puis tout le monde se surprend d'avoir de quoi dire pendant 3 heures. C'est ça, chaque semaine qu'on en fait un, c'est quand même surprenant aussi qu'on réussit à extirquer toute cette information-là des gens. C'est drôle, c'est le fun, on s'amuse vraiment. Là. Des fois, tu as des invités que tu connais moins, puis tu dis, OK, on va aller voir, puis finalement, c'est des meilleures soirées. Moi, personnellement, je ne vous connaissais pas quand on est arrivé, mais ça a été un des bons podcasts qu'on a eu. On s'est amusé, puis au-delà de ce que les gens disent, on s'amuse, on passe un bon temps ensemble. Ben oui. Un peu comme vous autres, c'est juste un format différent, on va plus dans la jeunesse des gens, puis leur vie, puis tout ça, tu sais. Puis, c'est le fun. C'est sûr qu'on s'amuse, c'est qu'on parle de Ken Ball, comment ne pas s'amuser. Voilà. Tu veux dire parce que c'est un sport sérieux quand même. Là. Comment ne pas un jour, s'amuser? ça va être aux Olympiques. Il va falloir que les gens écoutent votre podcast sur les podcasts de garage avec vous. Ils vont tous comprendre nos analogies. Oui, si vous ne l'avez pas écouté encore, allez le faire, c'est sûr. On avait d'ailleurs mis le lien au moment, mais on le repostera, pourquoi pas, dans le lien de l'épisode de ce soir. Mais tu trouves-tu aussi, Claude, que ce qui est le fun du podcast, tu parlais de TVA et tout ça tantôt, c'est qu'il n'y a pas de limite à la créativité. C'est qui récemment là, qui a annoncé qu'il partait, c'est un humoriste, là, je ne me rappelle pas lequel, là, il part sa propre chaîne de télé parce qu'il est tanné que les diffuseurs imposent des trucs. Moi, c'est ce que j'adore du podcast. Je ne suis pas obligé de prendre mon ton radio-canadien avec mes bons mots. Ça me tente de parler de Ken Ball ou whatever. On part avec une bulle au cerveau. On vraiment libre cours à toute la créativité qu'on veut, Dave et moi, puis c'est ce que j'adore de ce médium-là. Fait qu'on peut communiquer vraiment dans la transparence, là. Ouais. Puis ça permet à des gens comme nous trois qui n'ont aucun background radiophonique ou de médias quoi, de faire de quoi d'intéressant. Puis que même si je t'arrête là parce que Dave a quand même fait des annonces au niveau télévisuel. Je savais pas. Il y a une grande carrière derrière lui. Ah, mais moi, écoute, je t'avais demandé un cachet à François. Là, Suzuki, Royal Suzuki, entre autres, là, je suis en train de trouver les images. Tu cherches. Oublie ça, on peut continuer sur Claude. Vas-y, Claude. Mais oui, fait que c'est ça qui. À part Dave, là, ça permet à des gens qui n'ont pas nécessairement de carrière là-dedans de partir quelque chose. Puis si tu rejoins 100 personnes par semaine sur ton podcast, ben c'est génial parce que ces 100 personnes-là se retrouvent à écouter ce que tu produis. Puis c'est sûr que c'est plate quand il y a juste une personne qui t'écoute, mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui commencent puis peu qui continuent. Ouais. Et puis, mais tu sais, tu te rebonces à un moment donné, puis tu te dis que non, tu sais, nous autres, on est rendu à 15-18 000 écoutes par mois. On dit, voyons, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui se passe là? C'est fou. On sort 4 podcasts par mois plus les anciens, puis
Puis je sais pas vous autres, mais peu importe le chiffre, c'est que toi, tu as du monde vraiment que ça les intéresse. Nous autres, on fait ça on fait pas ça pour l'argent. Là. Il y a zéro revenu là-dedans, ou si peu, il n'y a rien. C'est pas pour l'argent. Zéro, là. Ça paye l'équipement, même pas, là, tu sais. On fait baisser notre dette, dans le fond, sur non, mais c'est pas un projet entrepreneurial à but lucratif. Là, on se cachera pas. Ça pourrait le devenir un jour, tu sais jamais, tu vas signer un gros contrat avec une compagnie, une station de radio qui veut mettre tes podcasts la nuit, je sais pas, ils vont te donner de l'argent un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça le but, c'est vraiment de passer un bon temps, rencontrer des gens. Moi, je fais de la musique aussi avec mon groupe, puis j'ai rencontré plein de musiciens qu'on a dans les podcasts. Puis, tu sais, je garde un lien avec eux autres, tu sais, des vieux gars que j'ai rencontrés plus jeunes, des gars de Too Many Cooks, exemple. Un groupe que j'ai aimé dans le temps, mais là, on se parle souvent. On avait le bassiste, le chanteur des Pistolets Roses, puis le Groovy Aardvark, puis, tu sais, là, c'est du monde que j'ai aimé plus jeune en tant que musicien, mais là, je peux leur écrire, ils me répondent, puis je fais un show, quand ça va partir, inquiète-toi pas, je vais trouver quelqu'un pour jouer avec toi, là, c'était pas personne. Tu sais, puis comme tu crées une communauté, j'ai rencontré vous autres, tu sais, tu rencontres plein de monde, puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun et presque excitant là, d'une façon non sexuelle. On a le même thinking que toi, c'est la même chose, honnêtement. C'est vrai parce qu'on le fait, nous autres, il n'y a aucun revenu non plus. Là. On fait vraiment pour le fun aussi. Puis de t'avoir comme toi, s'amuser pendant une soirée, on a fait juste de 3 heures avec vous, qu'on me dit ça a passé vite parce que c'était le fun. C'était un beau format. Puis moi, j'en reviens jamais à quel point, des fois, tu croises quelqu'un puis il va te dire hey, tu sais, là, tel épisode, quand tu as posé telle question à tel invité, les gens là, qui écoutent le podcast, que ce soit 1 ou 1000 ou 100 000, peu importe le chiffre, les gens écoutent vraiment. Puis c'est comme si vous étiez assis avec nous dans le salon, puis on prend une bière ensemble. Alors moi, ça me fascine tout le temps de voir à quel point là, c'est vraiment de l'engagement. Là. C'est pas juste des auditeurs là, qui ont synchronisé ça 2 minutes. Il faut penser 2 secondes. Là, j'ai pris le temps de m'abonner, je le télécharge, je l'écoute, j'ai mes moments propices. C'est pour ça que à un moment donné, c'est un commitment avec l'auditoire de dire moi, je te sors un podcast par semaine parce que les gens s'attendent à ça. Là. Ils vont le consommer à leur moment précis. Dave, c'est toi, je pense que tu as un chum qui le fait à la course, en courant le matin. On s'en fait parler de plein de sphères différentes dans les vies des gens. Exact. Cool ça, mon Claude. Fait que t'as ouvert la porte sur la musique. J'aimerais ça juste que tu nous nommes le nom de ton band parce que là, tu en as parlé puis c'est bien correct. Je voulais en jaser aussi parce que j'ai découvert quelque chose de bien le fun. Comment ça s'appelle ce groupe-là? Ben, tu l'as découvert, tu devrais te souvenir du nom un peu. Ben, je m'en rappelle pas parce que là, j'essaie de le trouver dans mon Spotify. C'est The Backslash Band. Écoute, c'était un peu à cause du COVID, tout ça. Là, on a recommencé. C'est beaucoup moi qui compose tout ça. Là, puis quand on pourra jouer, j'aurai un groupe avec moi aussi. Là. Mais je veux dire, c'est toute la COVID. L'année passée, j'avais mis la musique de côté depuis plusieurs années. J'ai en fait depuis que j'étais adolescent. Surtout guitariste et chant. Puis je ne suis ni bon guitariste ni bon chanteur, mais les deux ensemble, ça semble fonctionner un peu. Et le nom de Backslash, c'est mon surnom à moi un peu parce que j'ai toujours trippé sur Slash en tant que guitariste. Puis moi, comme j'étais vraiment pas bon, je me suis auto-nommé Backslash, complètement l'opposé de Slash. Donc ça a comme resté avec mes frères toutes ces années-là. Donc, c'est un peu ça le thème. Mais non, je veux dire, c'est de la musique rock, là. Je veux dire, pas de prétention. On fait juste je fais ça pour le plaisir. Là. Il y en a des bonnes, d'autres peut-être des moins bonnes. Mais je t'inspire un peu des Foo Fighters ou un peu de ce genre de musique-là avec une touche personnelle, là, en anglais. Et puis, est-ce que ça se fait pas chanter du rock en français? Ça sonne pas bien. Parce que j'ai découvert avec les années, j'ai fait plus jeune, j'ai fait des disques, là, j'ai enregistré sur un mixeur avec un drum machine, puis on pouvait le graver, on pouvait graver les CD direct. Fait que, mais tu sais, j'ai découvert, j'ai fait l'analyse, puis je me suis dit, en français, la musique accompagne les paroles. D'accord? Donc, c'est les paroles qui sont la pièce maîtresse. Puis la musique en arrière est comme un peu obsolète. C'est vraiment le poème, la chanson. Puis, mais tu sais, en anglais, c'est l'inverse. Tu sais, les paroles accompagnent la musique. Tu sais, tu peux chanter Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Tu sais, tu peux faire ça pendant une minute, puis ça va être un grand succès. C'est une de ses meilleures tunes. Mais c'est fascinant quand tu y penses. Donc, les paroles c'est en anglais que les paroles sont quasiment obsolètes. C'est vraiment la musique, les hooks, le côté musical qui attire plus. Puis c'est ça. Ça dépend si t'es un compositeur de paroles puis t'es pas un bon musicien, mais tu chantes en français. Puis si t'es l'inverse, ben tu fais ça en anglais. Mais il y a tellement de mots pour rien dire en français. Tu sais, on prend une phrase ou mettons des paroles, ça va être x2 en français avec tous les mots qu'on rajoute là-dedans. Je faisais le test avec mon kid. L'autre jour, j'ai fait découvrir, je sais pas si tu connais Weird Al Yankovic. C'est un gars qui faisait des parodies dans les années 90 de grandes tunes, un grand musicien. Puis là, Léo, tu sais, qui apprend l'anglais un peu, j'ai dit, papa, ça veut dire quoi cette phrase-là? Fait que là, on
le chantait ensemble, mais en français. T'essaieras de faire ça pour le fun. C'est dégueulasse. Des fois, t'as vu les chansons mot pour mot, c'est très drôle. Mais ça marche pas pantoute, là. Tu peux pas avoir le sens de punch comme une toune quand c'est traduit en français, en tout cas. Fait que, bref, il y a des groupes comme Oasis qui a toujours dit, je cherchais pas de sens à mes paroles. Là. C'est juste des mots qui ça sonne bien, c'est tout. Là. Il n'y a aucun sens à mes paroles dans mes chansons. Là. Mais dans la chanson, tu l'écoutes, c'est wow, c'est écœurant. Mais il dit, les paroles, ça n'a aucun rapport, les paroles. Là. C'est des mots qui se suivent, qui n'ont aucun vraiment lien entre eux autres. Il n'y a pas un thème musical pour cette chanson-là. Ça, je voulais passer un message de, non, c'est des mots. T'sais? Donc, c'est un peu ça. Oui, donc, mon band, je me suis remis à la musique l'année passée quand tout a fermé à mi-mars, début avril. J'ai sorti ma guitare, j'ai nettoyé, j'ai mis des nouvelles cordes, changé mes pick-up. J'ai acheté une Gretsch qui est. Une Gretsch, je connais pas ça? Oh, wow, belle guitare. Oh, elle est belle! Une belle Streamliner. Puis, excusez-moi, je reviens. OK, donc c'est ça. Donc, en gros, j'ai mes 4-5 guitares ici, puis ma bass. Mais j'ai aussi acheté une bass aussi pour être capable de finaliser mes chansons. Puis, je me suis équipé d'un MacBook Pro, puis j'ai commencé à travailler avec le programme avec GarageBand, mais j'ai évolué plus après l'autre programme dont j'ai un blanc, Logic Pro X, qui est le programme professionnel de tout ça. Donc, je commençais à gosser avec ça, puis à apprendre. Puis, j'ai commencé à gosser un peu, puis monter mes chansons. Vraiment pour le plaisir, mais là, tu sais, j'ai sorti un album de genre, j'ai fait 7 chansons au début, puis ça rentrait bien, que j'ai mis ça sur Spotify. Une chanson qui est inspirée un peu d'une chanson sur la série Lost. Mais crème, c'est de loin mon plus gros succès. Je suis à quasiment 4000 écoutes de chansons-là. C'est ça que je t'en consulter. You Are Every Ils sont à veille de t'envoyer un premier chèque de 23 cents US, là. À vrai dire, je suis rendu à 17 $ dans la cagnotte. Mon objectif, je vais être honnête, mon objectif était de 10 $, donc j'ai vraiment surpassé les attentes. Et puis, fou, mais je trouve ça fou à la blague, là, parce que, tu sais, on s'en fout un peu du 17$, mais... Non, mais c'est ridicule dans le sens que tu as 4000 écoutes, puis c'est même pas un CD, right? Tu aurais vendu 4000 CD, tu aurais fait plus que 17$. C'est clair. Mais tu sais, j'aurais jamais pu vendre tous ces CD-là dans 37 pays de mon sous-sol. C'est un low risk, low reward, hein, c'est comme ça. Mais je trouve ça quand même fascinant, hormis le montant dérisoire, que je fais de la musique qui sort de ma tête dans mon sous-sol. D'ailleurs, exactement ce que je suis assis ici, là, j'ai mon ordinateur de travail à ma gauche, j'ai mon ordinateur de musique ici avec mes guitares ici, je fais tout ici. Et puis, je reçois des revenus pour de l'argent. C'est quand même fou, même si c'est 15$. Ouais. Mais c'est fou de savoir que tu reçois de l'argent quand même là, pour quelque chose que tu as créé. Quand même, je trouve ça le fun. Juste ce bout-là, il est plaisant. Puis ça me donne, ça donne un peu de côté artistique, un peu à m'évader un peu de la job de business qui est beaucoup plus cartésienne. Et puis... Ben j'ai sorti un deuxième album aussi. Tu sais, j'ai comme 2 albums cette année, puis je suis en train d'en finir un 3e. Là. J'ai vraiment trop de temps. Le gars, il produit beaucoup. Il y a trop de temps. Ouais, j'ai beaucoup d'inspiration cette année. Là. Je ne sais pas si c'est juste la nouvelle guitare qui est ça. Souvent, une nouvelle guitare t'aide à créer une nouvelle chose. À un moment donné, tes instruments, tu es comme rendu au bout de l'instrument. Il me semble l'instrument ne te donne plus rien. Il faut que tu laisses de côté un peu, t'en prends un autre, puis tu travailles là-dessus. Fait que non, mais je m'amuse, là, puis allez écouter ça. Si vous aimez un peu le rock, si vous allez vous retrouver là-dedans. Si vous aimez les Foo Fighters, vous allez vous retrouver un peu là-dedans. Et vous ferez partie des 4000 auditeurs de Claude. Ouais. Excellent. Mais en terminant, Claude, petite boucle sur l'entrepreneuriat, parce que je veux nous ramener dans ce sujet qui nous passionne tous ici autour de la table. Si tu as un conseil à donner à des entrepreneurs qui nous écoutent, toi qui as 20 ans de métier derrière la cravate, là, pense à tes bons coups, tes moins bons coups. Ça serait quoi ce conseil-là? J'en ai un. J'ai essayé de passer ça comme message à plusieurs personnes, puis ils ne comprennent pas. Quand on commence en affaires, puis même quand on est un vieux de la vieille, j'ai dit c'est important. Moi, j'ai toujours demandé aux gens là, qui commençaient à travailler avec moi ou pour moi ou peu importe, ou des gens qu'on rencontrait dans même. J'ai dit, toi, qu'est-ce que tu vendrais en premier? Tu sais, un nouveau vendeur. Tu sais, toi, comment tu vendrais ça? Qu'est-ce que tu vends en premier? Ah, ben là, il dit, ça dépend. Si c'est un client de telle sorte, je vais vendre ça ou ceci de même. Puis si c'est un client à l'affaire, m'a proposé plus ce service-là en premier. Il dit, ah ouais. J'ai dit, donner un truc. Il dit, quand tu rencontres un client pour commencer, le meilleur premier meeting que tu vas avoir, ouais, c'est exactement. Le meilleur premier meeting que tu vas avoir, tu parleras peut-être même pas de ta job. Même pas de ton service, de ton produit, tu vas parler de toi, de sa famille, tu vas parler du hockey, quelque chose. Tu vas juste créer un lien. Vends-toi en premier. Puis si tu peux te vendre toi en premier, ce gars-là, il va changer de compagnie à un moment donné, mais il va encore racheter de toi. Puis il va changer de compagnie dans 8 ans, il va encore te rappeler. Ouais. Moi, c'est mon cas, ça arrive. Si tu vends juste un produit, puis tu sors les mots-clés, les phrases clés, tu vas avoir l'air d'un phony, puis tu vas te tirer dans le pied. Ou souvent, si tu vends un prix,
Ben, tu vas te faire flusher pour un prix aussi après. Là. Pour un autre prix. Exactement. Il faut créer des relations. Puis c'est comme ça, je pense que moi, ça m'a permis de continuer. Je suis une personne. Je suis avec vous autres comme ça ici. Tu sais, j'étais avec des gens, des gars qui travaillent pour moi, puis je les regardais aller. Ils étaient à côté de moi. Là. Il y en a un qui me donnait des coups de pied en dessous de la table quand je parlais. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, toi, là, me donner un coup de pied? Je m'entendais parler. Là, je dis quoi, là, tu dis, j'ai-tu quoi de pas correct? Est-ce que c'est pas. Puis tu sais, ça m'accompagnait en plus. Je dis, c'est quoi qui se mêle, lui? Ou bien un autre, c'était super bon Jack, là, tu sais, dans la vraie vie, au bureau, c'était super cool. Puis dès qu'il rentrait chez le client, il devenait phony un peu. Il jouait une game du vendeur, là, avec la voix, puis il dit les phrases creuses. Ah ouais, scratch my back, I'll scratch yours. Moi ça. J'ai dit, sois toi-même, jouez pas de game. Ouais. Soyez vous-même. Puis moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, comme je suis ce soir ici, j'étais toujours comme ça avec tous mes clients. Puis que ce soit à l'ONU à New York, que ce soit dans un camp de réfugiés aux Nations Unies ou chez Airbus à Toulouse, ou je suis comme ça. Ça se bloque bien, pareil, ça. Hein? J'ai hâte de dire ça. Moi, j'ai je suis comme ça à l'ONU aussi. Écoute, même... non. Je suis un gars ordinaire, hein, très simple. J'ai beaucoup voyagé. J'aurais pu dire des meilleures places que ça. Là, mais je veux dire, où je l'ai dit, c'est que je cherchais des endroits que je suis allé puis que j'ai eu des contrats qui sont plus reconnus au plus haut niveau. C'est pour ça que j'ai dit l'ONU. C'était pas pour plugger l'ONU plus qu'il faut. C'est juste pour dire que je ne changerais pas ma façon d'être parce que tu es au siège des Nations Unies. Je suis comme ça. Puis c'est sûr que les gens vont aimer de toi ou qu'ils n'aimeront pas de toi. Mais j'aime mieux le savoir puis être dans cette lignée-là que de faker puis de... c'est ça. Authenticité, c'est le mot. Puis d'ailleurs, les deux exemples que tu as donnés, c'est des gens qui ne feraient pas de podcast. Tu ne peux pas te donner un petit coup de pied en dessous de la table et dire qu'est-ce que tu viens de dire là? Quand c'est un podcast, on se parle à cœur ouvert. On fait ça par Zoom, comme ça on se Hey, merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté l'invitation. Merci, mon Claude. C'est agréable. Hein. Vraiment, c'était... Fais-tu déjà 3 heures? Déjà 3 heures, c'est fou. Ça passe vite qu'on s'amuse. Ouais. 36 minutes 13, ça passe comme 3 minutes. C'est vrai que ça passe assez vite. Bon succès à toi. J'invite les gens à aller s'abonner au Backlash Band et aussi à suivre, bien sûr, Podcast de Garage. En terminant, mon Claude, pour nos auditeurs, es-tu capable de nous donner un petit quelque chose que tu as consommé dernièrement? Et je parle pas d'alcool, mais je parle de soit un bon podcast ou un TED Talk ou un livre là, que tu aurais lu dernièrement que tu pourrais conseiller à nos auditeurs. Écoute, je l'ai vu. Je ne l'ai pas ici, il est au bureau. Mais je ne l'ai pas relu, mais je l'ai vu dans la bibliothèque cette semaine. Et puis, j'étais au bureau, puis je ne vois plus tous les jours. Là, je travaille souvent de la maison à ce temps-ci. Mais j'étais allé au bureau cette semaine et j'ai vu un livre de... merde, j'ai oublié son prénom, mais c'est Gitomer, G-I-T-O-M-E-R. C'est un genre... c'est des livres que j'ai acheté ça dans le milieu des années 2000, fin des années 2000. Et puis, c'est des petits livres avec des dessous de carton, avec... animé un peu dans le livre dedans. C'est des livres sur la vente. Puis là, j'en ai quelques-uns. Little Red Book of Selling, de Yes at Sales Bible. Excellent. Ouais. Ça, c'est des livres un peu kitsch, là, honnêtement. Mais le gars, je trouve qu'il est bon. Puis il amène la bonne attitude, selon moi. Puis tu me parles de ça, c'est drôle. Mais j'ai vu les livres dans ma bibliothèque cette semaine. Puis je me suis dit, il faudrait que je les relise parce que c'était drôle. Puis c'est pas que tu vas nécessairement apprendre grand-chose, mais pour certains, oui, peut-être. Puis c'est des livres qui se lisent bien, puis qui donnent une belle approche, un peu comme on résume depuis tantôt, d'être authentique, d'être soi-même, puis de créer des relations. Puis c'est comme, en lisant ces livres-là, j'ai été capable de mettre en mots ce que je faisais déjà ou ce que je pensais qu'il fallait faire, mais tu sais, il l'a comme reconcentré sur... ça a de l'allure, parce que c'est vrai, c'est ça que je fais, mais j'avais pas cliqué quand ça, puis ça, il y avait ça, mais tu sais, il a comme aidé un peu à faire une structure, quelque chose. Mais c'est très intéressant, ces petits livres-là, si ça vous intéresse, là, ça se lit bien, c'est vraiment pas compliqué à lire. Puis, c'est très intéressant. Merci, Claude. On va mettre des liens sur les notes de l'émission. Puis, effectivement, des fois, de revenir à la base, c'est une super bonne idée. Toujours. Claude Fortin, merci. Merci mon Claude. Un plaisir, et puis à une autre fois peut-être. Oui. Bien sûr, quand tu feras le lancement de ton... Si tu peux me mettre peut-être en deuxième commentateur derrière Dave, là, quand tu feras ton spécialiste du kickball, j'apprécierais peut-être. En vrai, je pourrais remplacer Dave parce qu'il ne viendra pas. Fait qu'il va venir à sa place. Il y a une chose qui est précieuse dans ma vie, c'est mon Rolodex, OK? Mes relations. Alors, je ne voudrais pas brûler cette relation-là. D'ailleurs, Dave ne sera pas invité non plus à l'entrevue. Donc, je comprends que tu ne me ferais pas confiance sur le sujet du kickball. Salut, merci Claude. Salut, ciao Claude. Hey, salut mon Dave, fait qu'on se revoit tout le monde la semaine prochaine pour un prochain épisode de Ça ne tombe pas du ciel. Merci d'avoir été à l'écoute et vous pouvez aller liker le tout et vous abonner à Spotify ou Apple Podcast. Salut, ciao. Ciao.